Nimurare, 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 nimurare. Kandirimbe wahe, Irira munda disi, Wakabyutsa baryamewe, Irari kurara wehe, Ibuga cyantara yewe, Unizira ni ndendewe, Mwana wa mama rero, Agawirira undewa disi, Uko twarira twembiwe, Nyiri umuringa wehe, Wowe wanyuze hehe yewe, Nyakwinjira yari ndendewe, Navuye umuvumba wehe, Icyumba kivuye yose, Ukarange kiyombewe, Gatuna na Gatsibo wehe, Niyombe Kiziguro yewe, Maze Ndabanyacyonga we, Impanuka Nyamabuye wehe, Nterera ndiza yose, Zasibuza Samana we, Abishangi na Shagasha wehe, Ishyombo na Shanda wehe, Esamuka Nyamazi we, Mugunga Kibumba wehe, Katare na Kahindo yewe, Aho twaraharaye we, Ashusha na Inera wehe, Mumvira na Nyangezi wehe, Pepe nako na Ngozi we, Mfura ya Mahindu wehe, Kw'izuba ry'igikatu wehe, Aho twarahabaye se, Igiti kidahinzi yewe, Isangani wari kare yewe, Naho umuntu namba ndakawe, Izaba yaravuka rero, Uno munsi aravuka nawe, Nyirantwara aravuka we, Izaba yaravuka rero, Uno munsi aravuka nawe, Nyirantwara aravuka we, Mwana wa mama wehe, Ibintu ubundi wehe, Ukwinjira ni ndendewe, Ndabibuka mwese yewe, Abaciye akanzu wehe, Tuhatuye iyi nganzo we, Iyo nzira ndende wehe, Namwe iyo nzira ndende we, Pour ceux qui ne comprennent pas la langue nationale, le Kinyarwanda, ça veut dire Yonzirandende, ça veut dire ce long chemin, son long périple, vraiment son long voyage, si on peut appeler ça un voyage, parce que lorsque les Rwandais, surtout qui se trouvent à l'extérieur du Rwanda, ou même ceux qui sont retournés au Rwanda, chaque fois qu'on parle de Inzirandende, c'est-à-dire le long chemin, en fait, ils nomment, ils veulent signifier le chemin effroyable qu'ont traversé les réfugiés rwandais
à partir des années 1990, 1990, surtout au début de la guerre au Rwanda, la guerre qui a éclaté dans notre pays le 1er octobre 1990 et jusque, d'ailleurs, il y en a qui disent que même aujourd'hui, les tueries, les massacres ne sont pas encore arrêtés, mais ça, c'est pas notre sujet du jour, parce que ce périple qui avait commencé avec certains réfugiés du nord du pays, qui a continué avec pratiquement toute la population rwandaise qui s'est déversée dans les pays limitrophes, notamment à l'ex-Zaïre, qui est actuellement la République démocratique du Congo. Surtout, le chemin dont il est question dans cette chanson, c'est surtout le chemin, justement, de ces réfugiés qui ont traversé les forêts du Congo, qui ont été dans les camps de réfugiés dans l'ex-Zaïre et qui sont arrivés finalement en Bandaka, d'autres qui sont arrivés au sud du Congo, ils sont arrivés dans les pays limitrophes comme la Zambie, la Centrafrique et d'autres pays limitrophes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer particulièrement à une personne qui a traversé, qui a fait justement tout son périple, qui a fait son voyage effroyable, c'est vraiment le mot, son voyage dans lequel ont péri beaucoup de Rwandais. D'ailleurs, avec le mapping report, on dit que, on est en train de préciser que j'ai vu que les Congolais, les Rwandais sont en train de réclamer la Cour internationale pour le Congo, mais ça, c'est pas notre sujet non plus. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement d'une jeune fille, d'un petit enfant qui avait à ce moment-là seulement 4, 5, 6 ans seulement, et qui a fait tout ce voyage, et nous allons nous plonger vraiment, nous allons faire tout son périple avec elle, et surtout en nous basant sur le livre qui vient d'être publié, un livre à grand succès d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis avec l'auteur de ce livre, et c'est l'auteur qui nous relate justement ce voyage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur vraiment d'accueillir l'auteur qui est désormais connu, à savoir Monsieur Talmas Gaspard, qui est dans nos studios. Je voudrais vous dire bonsoir, Monsieur Gaspard Talmas, mais veuillez bien allumer votre micro. Voilà. Bonsoir, Monsieur Gaspard Talmas. Bonsoir, bonsoir. Oui. Donc, vous êtes avec votre serviteur Célestin Servaïle ce soir, où vous êtes bienvenue sur les ondes de Radio Urumuri. Et nous sommes vraiment heureux de vous recevoir, de vous accueillir sur nos ondes pour que vous puissiez nous parler de votre œuvre, de votre livre, Le Grand Voyage d'Alice. Nous allons aborder ce sujet. Mais avant d'arriver à cette œuvre, j'aimerais quand même qu'on parle il y a certains auditeurs de Radio Urumuri qui ne vous connaissent pas. J'aimerais quand même que vous nous parliez de vous. Qui est Gaspard Talmas? En gros, un peu de mots, Monsieur Talmas. Alors, le plus simple, c'est de dire que je suis auteur de BD et dessinateur ou illustrateur. Donc, voilà les deux grosses casquettes. Moi, j'ai commencé ma carrière en travaillant dans le dessin animé. Donc, j'ai fait mes études à Saint-Luc, à Liège, qui est une école réputée de bande dessinée. Donc, j'ai étudié la bande dessinée. Puis, je suis sorti et 1 an après, j'ai travaillé dans le dessin animé, où j'ai travaillé sur des longs métrages, donc pour le cinéma, notamment Le Magasin des Suicides, réalisé par Patrice Lecomte, donc un réalisateur bien connu, notamment des Bronzés, Bronzés font du ski, etc. Oui, justement, je vous proposerai d'ailleurs de voir ici on appelle le teasing de son long métrage. J'aimerais vraiment vous montrer ça tout de suite, comme ça, on voit de quoi on parle, parce que les gens qui ne sont pas très experts en bande dessinée, j'aimerais que on voit déjà, on regarde le teasing de ce long métrage. Il est là, le magasin du truc, il est là. Je vais vous le partagez d'ailleurs, comme ça, il le voit exactement. C'est juste le teasing pour qu'on puisse voir en quoi vous avez été, vous avez participé dans la réalisation ou dans le dessin de ce film, de son grand long métrage.
Voilà, ça c'était le teasing, c'était l'annonce de son long métrage que vous avez contribué à réaliser, à dessiner. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler dans 2-3 minutes de quoi parle son long métrage, cette bande dessinée. C'est l'adaptation d'un roman à succès bien connu de l'auteur Jean Telet, un écrivain avec une très longue carrière, lui pour le coup qui est plus âgé, mais donc c'est Patrice Lecomte qui lui avait demandé de réaliser, qui lui avait demandé s'il pouvait réaliser l'adaptation du film, mais en dessin animé. Donc c'est parti de là. Et puis moi j'ai simplement été recruté alors dans les équipes qui allaient dessiner tous les décors et les mettre en couleur aussi. Donc il faut savoir que dans un long métrage comme celui-là, il y a plusieurs studios qui travaillent en même temps. Il y en avait, tout était centralisé à Paris. Nous, on était à Liège, dans un studio à Liège. Et puis, il y avait au Québec aussi. Et encore ailleurs. Mais je sais plus où c'était. Et donc, nous, on a fait tous les décors que vous voyez dans ce film, en fait. Tous les dessins de tous les décors et toute la couleur de tous les décors du film. Je dois dire vraiment pour l'avoir vu que c'était un film vraiment magnifique qui est de premier abord on pourrait dire qu'il est un film d'horreur, mais à l'arrivée il y a cet enfant qui amène vraiment la joie de vivre, qui rit, qui sourit et qui change tout. C'est un film qui est sorti en 2012, donc ceux qui peuvent vraiment l'acquérir, ils peuvent l'avoir, pour le voir, juste pour voir certaines de ces œuvres, des œuvres dans lesquelles vous avez participé. Et donc, là, vous avez coupé la parole pour justement montrer cette illustration, mais je vais vous laisser continuer à nous parler des œuvres dans lesquelles vous avez contribué. Donc, ça, c'est la première partie où j'ai travaillé dans le dessin animé à temps plein. Bon, il y a eu le Magasin du Sud, il y a eu quelques autres trucs. Voilà. Et puis après, moi, j'avais à cœur de sortir mes propres livres. Donc, j'ai arrêté le dessin animé pour prendre le temps et puis j'ai sorti un premier livre avec une autrice québécoise mais qui vit à Montréal mais que j'ai côtoyée quand j'étais enfant, qui était une fille d'un ami de mes parents et donc on s'est retrouvés là parce qu'elle m'a dit tiens j'ai un texte. Je savais qu'elle écrivait, elle avait déjà publié quelques livres. Est-ce que ça te dirait de l'illustrer? Et donc, oui, ça tombe à pic. Je cherche justement à sortir mes propres livres. Et donc, nous voilà partis pour l'aventure du livre qui s'appelle Ma famille 3 + 1 = 7. Alors évidemment, 3 + 1 n'est pas égal à 7, mais moi, je veux pas trop spoiler. Le mieux, c'est de lire le livre pour comprendre pourquoi 3 + 1 = 7 dans le livre. Mais par contre, c'est un livre illustré pour enfants qui s'adresse à un public, on va dire entre deux, on va dire pré-ado. Je vais dire vers 7 ans jusqu'à 12 ans à peu près, et qui parle de famille recomposée. En gros, voilà, et qui est basé sur un peu l'histoire vraie de l'autrice qui a écrit l'histoire. Donc voilà, ça c'est le premier livre alors que j'ai sorti. Et alors, il y a eu ensuite un petit. Donc ça c'était une belle expérience parce que on a été invité au Salon du Livre de Montréal, donc j'ai pu aller dédicacer là-bas. J'ai rencontré plein de gens. Et de là, j'ai pu rencontrer mon éditeur parce que j'avais bossé avec mon éditeur sans même le rencontrer. Et puis, quand je l'ai rencontré, je suis reparti avec un nouveau contrat et un nouveau projet. Donc, je suis rentré du Québec avec un nouveau livre à faire et qui s'appelle, lui, Pilou tous les soirs du monde. Et donc, avant de passer à Pilou, je vais d'abord peut-être vous montrer on va dire la couverture de 3 + 1 = 7 pour donner l'envie justement à ce qui voudraient vraiment aller acheter, comme on l'avait dit. Donc, ma famille, 3 + 1 = 7, mais justement, il faudra vraiment suivre pour savoir pourquoi est-ce que dans cette famille-là, 3 + 1 = 7, justement.
moi, c'est pour l'avoir lu, pour l'avoir participé dans des différentes dédicaces, vraiment, je dois dire que c'est une bande dessinée qui est très intéressante, qui parle justement des familles recomposées. Et le reste, je vais vraiment laisser la curiosité aux auditeurs de la radio Monique qu'ils aillent découvrir eux-mêmes de quoi parle cette bande dessinée. Voilà, c'est tout. Je vais vous laisser continuer. Ben voilà, et je rajouterais juste que ce qui est intéressant justement dans ce livre, c'était que il y a beaucoup d'enfants qui se rendent pas compte qu'il y a des familles recomposées et que d'autres personnes vivent pas les mêmes types d'enfance en fonction de ça. Et voilà, mais voilà, il y a une note d'espoir quand même dedans et donc c'est super intéressant. Alors si on parle de Pilou, donc c'est un livre qui a été écrit par Dominique Demers, qui est une autrice très connue dans le milieu de l'illustration, enfin du livre illustré pour enfants. Du coup voilà l'image. Et en fait là c'est plutôt donc cette autrice-là, elle a écrit cette histoire-là parce qu'elle a rencontré un jour un monsieur qui lui a dit, ben moi, quand j'étais petit, on m'a jamais lu d'histoire pour m'endormir. Donc un monsieur adulte. Hein. Et elle s'est dit, elle a été émue, elle s'est dit, mais tous les enfants devraient avoir accès à ça. Et donc elle a écrit cette histoire, qui est une histoire pour les enfants peut-être un peu plus petit que l'histoire précédente, mais dans l'idée que c'est comme si elle écrivait l'histoire pour ce monsieur, mais pour l'enfant qu'il était avant, en fait. Donc c'est une histoire touchante, mais qui est faite pour s'endormir le soir. Donc ça, c'est idéal pour lire aux enfants le soir. On a d'ailleurs dans la famille des nièces qui ont adoré ce livre le soir. Oui, justement, je recommanderais franchement à ceux qui ont des enfants, surtout moi qui ai des petits-enfants, vraiment. C'est un livre très intéressant à lire pour les enfants et nous savons, Dieu sait combien les enfants aiment bien des histoires pour leur faire dormir dans le joie, dans la bonne humeur, d'accord. Mais c'est un livre vraiment recommandé pour les parents qui ont déjà des enfants, qui ont besoin d'être on va dire, cajolé, chouchouté et entretenu avant de pouvoir s'endormir dans la quiétude et dans la paix. Voilà. Donc, ça, c'était certaines de ces œuvres que vous avez produites. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ou si on peut directement passer à la suivante. Oui, mais je pense qu'on va pouvoir passer à la suivante parce que après ça, moi, j'ai monté un projet qui était beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Et je pense, avant de dire le nom, quoi, je pense qu'on va avoir un teaser sur oui. ce projet. Oui. Qui va parler un peu de lui-même parce que c'est un teaser qui est très fort. On a fait beaucoup de communication autour et notamment ce teaser. Oui. Et il m'a pris beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres vraiment œuvres avant. Je répondais à des commandes d'illustration ponctuelles, mais voilà. On va regarder ça. Justement, on regarde ça ensemble et puis on va en parler tout de suite. Justement, c'est surtout le vif vraiment du sujet. C'est le gros, c'est le titre, c'est le sujet du jour que nous allons aborder ce moment. Suivez ensemble. Voilà, tout parle. Donc, normalement, on plonge vraiment dans le vif du sujet. On voit exactement, et je vais vous laisser
justement nous parler de ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui, à savoir le grand voyage d'Alice. À vous la parole. Alors, le grand voyage d'Alice, c'est parti d'une personne que j'ai rencontrée en Belgique, qui s'appelle donc Alice, forcément, et qui me racontait un peu des bribes de son histoire. Et son histoire, donc elle est originaire du Rwanda, évidemment, et son histoire terrible, qui, moi, je vais pas dire me choquait, mais suscitait de l'émotion chez moi. Mais alors, je m'y retrouvais pas bien chronologiquement, et je lui ai demandé du coup d'écrire dans l'ordre chronologique, simplement pour m'y retrouver. C'était pas pour en faire quelque chose au départ. Et puis quand je l'ai vu écrit comme ça, d'un trait, comme une histoire, en fait, avec des mots très simples, comme dans ses souvenirs d'enfance, j'ai trouvé ça tellement fort que je lui ai demandé si je pouvais en faire une bande dessinée. Et je me suis dit, c'est le médium parfait pour raconter ça, parce que ça permet une distance, une certaine distance quand même, et en même temps d'avoir quelque chose qui respecte le sentiment d'Alice, qui était des sentiments d'enfant à l'époque. Et donc, ça permettait de bien respecter cet état d'esprit. Et du coup, justement, juste le titre, vraiment, le titre de l'œuvre, c'est le grand voyage d'Alice, d'après les souvenirs d'Alice. Donc, pouvez nous parler un tout petit peu d'Alice, parce qu'elle avait quel âge quand elle a fait, comme on voit que c'est des souvenirs d'un enfant, ou des souvenirs, elle avait quel âge quand elle a eu son grand voyage, monsieur? Alors, au tout début de l'histoire, quand l'histoire vraiment commence, là où elle commence à raconter, elle a 5 ans. Donc, elle est quand même petite, mais assez grande que pour se souvenir quand même de ce qui se passe, sans pour autant comprendre ce qui se passe non plus. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que c'est une enfant qui a pas d'a priori, pas de préjugés, et qui comprend pas les contextes géopolitiques. Donc, elle est vraiment dans le vécu et dans l'instant présent. Et donc, voilà. Alors, le grand voyage, Alice, faut savoir, quand elle écrit dans son histoire, elle dit même que quand ils partent avec sa famille, elle pense qu'ils partent en voyage. Elle se remet, c'est pour dire à quel point elle se rend pas compte de ce qui se passe. Alors qu'elle a déjà 5 ans, mais les plus petits, ils se rendaient encore moins compte de ce qui se passait. Et donc, même si elle avait quand même été témoin de choses pas très drôles, mais quand même, elle faisait pas trop le lien entre ça et cette fuite. D'où le grand voyage d'Alice, qui est pour le coup vraiment une sorte de grand voyage, quoi. Grand dans tous les sens du terme, et surtout donc très long, très grand, très très long dans le temps aussi, mais grand dans le sens très éprouvant aussi. Je vois ici qu'elle disait, donc on pensait que c'était un jeu. Donc elle prenait ça comme si c'était un jeu. Un enfant qui voyage avec les parents, avec les grands-parents. On voit ici la grande file, vraiment la foule qui fuit le pays. Donc, on va dire qu'Alice était dedans. Hein? Et alors, c'est ça ce qu'elle a vécu, toute cette péripétie, tout ce voyage. Donc, elle le vivait dans sa vision d'enfant. Au départ, elle croyait que c'était vraiment un jeu, que c'était un simple voyage comme les autres. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est une vision vraiment intéressante. Justement, et donc là où elle commence l'histoire, pour pitcher un petit peu l'histoire rapidement, là où commence son récit à elle, elle se souvient effectivement d'événements qui se passent au Rwanda avant cette fuite, dont le génocide des Tutsis. Donc elle se souvient quand même de l'élément. Comme elle est Hutu au départ, mais elle se rend même pas compte, elle a même pas la notion de Hutu et Tutsi, elle se rend même pas compte de tout ça à cet âge-là, donc ça c'est encore plus intéressant, je trouve. Donc elle a pas de préjugés sur les gens, elle a pas d'a priori, elle connaît pas bien l'histoire de tout ça, et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup elle est témoin de choses, mais sans les comprendre. Elle les trouve dures, elle les trouve horribles, ça la choque, mais elle les comprend pas. Et puis vient cette fuite suite à l'attaque
l'attaque d'un village. Mais c'est même pas qui attaque, en fait. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant de voir tout ça. Justement, ici, j'avais une petite illustration parce que je voulais vraiment qu'on s'y arrête un tout petit peu, là où elle voit les gens qui tuent les autres. Elle a vu ça à 5 ans. On voit ça avec ses petites sœurs, je sais pas, on voit qu'ils sont à 4 ici, Oui. et elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on l'a vu, vous voyez comment elle a des yeux vraiment horrifiés. C'est une horreur pour elle. Imaginez-vous un enfant de 5 ans, à ce moment elle avait 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, qui voit, et lui dit, mais laissez-moi finir le travail. Hein? Et puis, c'est pas possible. Donc, vous voyez déjà que c'est des images comme ça qui peuvent marquer quelqu'un et qui ne comprend rien du tout, dans ce qu'il est en train de vivre. Vous voyez déjà que ce que je peux appeler le traumatisme, il commence déjà à le vivre depuis dans le génocide contre les Tutsis, justement. Donc, de ce côté-là, elle vit des choses déjà dont elle ne comprend pas la portée et la gravité, et surtout la raison pourquoi quelqu'un peut tabasser quelqu'un jusqu'à le tuer. C'est vraiment, je pense que c'est la première partie où elle est, on va dire, traumatisée. Donc tout ça, c'est avant la fuite. Hein. Oui. Avant le début de la fuite, elle se souvient de ce genre d'événements. Il se passe des choses comme ça. Elle est, on va dire, plus ou moins préservée parce que comme elle est plutôt Hutu, à ce moment-là, c'est pas elle qui va être visée. Par contre, elle est visée un peu indirectement dans le sens où elle est témoin quand même de ça, et c'est quand même très choquant pour des enfants de cet âge-là qui en plus comprennent pas le sens de ce qui se passe. Donc effectivement. Mais suite à un peu après, et donc ça c'est ses souvenirs hein, toujours. Donc il y a quand même des grosses ellipses. C'est pour ça qu'on fait on coupe et on met des dates en fait avec les lieux. On s'y retrouve quand même parce que comme c'est des souvenirs, il y a des ellipses, c'est-à-dire des moments. On passe d'un moment à l'autre en fait. On passe d'une scène qu'on voit comme ça. C'était des flashs qui reviennent comme ça. Oui, c'est ça. Si je me mets vraiment dans la tête d'un enfant de 5 ans, des petits flashs comme ça, des petits flashs qui lui reviennent comme ça, mais dont elle ne comprenait pas justement la portée et la signification. Elle l'a compris beaucoup plus tard, hein, évidemment. Oui. Et puis alors, ces flashs-là dont elle se souvient, moi je fais le lien alors hein, entre les flashs quand même. Il faut qu'on comprenne quand même un peu ce qui se passe, etc. Et puis alors, arrive l'attaque de son village mais alors une attaque très différente. C'est pas des lynchages ou quoi dans les alentours. C'est plutôt une attaque vraiment militaire. Une attaque militaire. C'est une attaque militaire carrément. Oui. Oui, c'est une attaque militaire et là d'une envergure assez différente. Voilà. Avec des explosions. On voit comment c'était à peu près un mois. C'était à peu près un mois. Vraiment, c'est comme ça que vous l'avez fait en fait. C'est pour qu'on puisse suivre la trame de l'histoire, qu'on puisse suivre le déroulement de l'histoire. C'est ça. À peu près un mois avant, vu notamment ce que nous avons montré tout à l'heure, où elle a vu quelqu'un en train d'être tué tout simplement, massacré. Et un mois plus tard, maintenant, elle voit ça maintenant. Elle voit des bombes qui tombent tout près de son village. Et là, je pense maintenant que c'est à Thomas qui décide de fuir alors. Oui, c'est ça. Et alors, elle témoigne en disant qu'elle se souvient de la colline en face où il y a les maisons qui brûlent, des bombes, enfin des explosions et des gens qui crient en face aussi. Et donc, elle est réveillée un peu comme ça. Puis, elle voit les adultes qui sont dehors et qui discutent. Alors, elle entend un petit peu sans trop comprendre, mais les adultes sont inquiets. Et là, les adultes, ils se disent, ah bah là, il faut y aller vraiment. On ne peut plus rester. Et donc, ils décident de partir. Et c'est là que le grand voyage commence. Voilà. Et donc, elle quitte son pays. Donc, la partie du Rwanda, elle se situe vraiment au début de l'histoire. Assez vite, elle quitte le Rwanda
Et sa famille, elle, pour le coup, va fuir vers, à l'époque, c'était le Zaïre. Donc, elle va fuir vers le Zaïre et se retrouver dans des camps de réfugiés. Et dans ces camps de réfugiés, les conditions, évidemment, et ça on le voit dans le livre aussi, elle en parle souvent, les conditions sanitaires sont assez compliquées. Sans parler des attaques, vraiment, les gens meurent déjà rien que par les conditions sanitaires très compliquées. Donc, on parle d'eau potable ou d'eau non potable pour le coup, et de manque de nourriture. Ben, du coup, ça tue déjà beaucoup de gens en fait, ça. Et notamment, elle témoigne de. Je vais pas tout dévoiler. Évidemment, on va laisser justement la curiosité aux gens. Voilà, je dis pas ce qui se passe, mais en tout cas, elle décrit bien ce qui se passe dans les camps de réfugiés au niveau sanitaire, et alors surtout du point de vue de l'enfant, où elle voit les adultes qui écoutent la radio pour essayer de comprendre ce qui va leur arriver, pour essayer d'anticiper un peu, etc. Mais c'est très compliqué. Elle sent aussi quand il y a des changements d'atmosphère, quand il y a de l'inquiétude qui arrive, là où les camps de réfugiés se stabilisent à partir du moment où l'aide commence à arriver, l'aide humanitaire, etc. Médecins sans frontières arrivent, etc. Moi, sans vous couper la parole, il y a des fois, quand j'ai lu ce livre, j'ai constaté par exemple à un endroit où il a vu les gens, tout à l'heure vous parlez des conditions vraiment sanitaires qui étaient vraiment pitoyables et effroyables, où les gens dormaient dehors, dans la cour des écoles. Il y a notamment une école qui était là-bas à Bukavu, où les gens dormaient dehors dans la cour, et il pleuvait, il tombait des cordes, et les gens étaient là. Puis et les enfants, je vais vous montrer cette petite partie, où les enfants voient les parents qui dorment justement dehors, avec la pluie qui tombe sur eux, qui tombe sur eux, et à un certain moment, ils voient que tout le monde voit vraiment la pluie qui tombe sur les gens. Et puis, il voit finalement que, à force comme les gens dormaient, il y avait ce genre de vapeur qui sortait des gens, et des personnes qui étaient couchées là, et puis les enfants, eux, vous voyez que c'était drôle. Vous voyez comment ils riaient. On dirait qu'ils sont lavés tous habillés. Donc, c'était tout mouillé, quoi. Et dans le regard d'un enfant qui voit toutes les personnes, les grandes personnes, les parents, les cousins, les cousins, qui sont tout mouillés, eux, ils croient qu'ils se sont lavés. On dirait qu'ils se sont lavés tout habillés. Et l'autre qui dit, regardez, tout le monde fume. Et justement, ce genre de vapeur qui sortait des corps qui étaient vraiment tout mouillés. Et vraiment, vous voyez la pluie qui tombe sur les gens sans pouvoir s'abriter. C'est ça, vraiment, une des séquences vraiment qui était les plus émouvantes. Mais il y en a d'autres. Là, c'est vraiment, je prends ça comme exemple pour illustrer. Mais c'est un très bon exemple parce que ça montre le décalage entre ce qui se passe réellement et comment les enfants vivent les choses, en fait. Exactement. Quand les choses sont apaisées et calmes, les enfants, ils redeviennent assez vite calmes, malgré les conditions qui sont assez extrêmes. On voit bien que c'est... il y a un décalage, quoi. Et c'est super intéressant. Ce point de vue-là est peu exploité dans ce genre de conflit, justement. Et là, justement, finalement, ils sont arrivés dans les camps. Vous disiez donc qu'ils sont arrivés dans les camps et que... C'est ça, ils arrivent dans les camps. Il y a d'abord, dans un camp, je pense qu'ils sont vraiment... il reste un des premiers grands camps au Zaïre. La famille va rester assez longtemps parce qu'il y a comme une espèce de statu quo où les poursuivants sont un peu arrêtés, et donc les réfugiés à ce moment-là se sentent, enfin, pas en sécurité, mais ils arrivent ils se disent qu'ils peuvent rester à cet endroit-là. Et puis finalement, non, là, les tensions reprennent de plus belle. Même dans les camps, même si on penserait que dans les camps, que la situation était plus ou moins stable,
il y a eu quand même des maladies, il y a des gens qui sont morts. Ici, par exemple, justement, c'est des situations qui étaient de plus en plus angoissantes pour ces petites, ceux qui ne savent pas ce qui leur arrive à leurs parents, qui ont été malades. Il y en a eu même des morts. On le voit, par exemple, quand on allait, ils ont vu les gens qui sont morts pour aller quand on allait les enterrer. Ce sont vraiment des situations que les enfants qui ont encore rajouté au traumatisme, on va dire, psychologique. Quand les enfants voient ça, voient les enfants, les personnes qui meurent. Donc, tout à l'heure, nous avions vu qu'ils avaient déjà vu des personnes tuer d'autres personnes. Maintenant, ils voient les gens qui meurent de maladies, de choléra, d'autres maladies vraiment épidémiologiques qui ont ravagé les camps. Et quand tu vois les gens aller enterrer les gens, ça aussi, ça rajoute au traumatisme psychologique des enfants. Ouais, c'est toujours des choses en plus. Donc, même quand c'est stable dans les camps, plus ou moins, parce qu'il y avait quand même des trucs qui se passaient, qui étaient pas très drôles. Mais bon, quand c'est plus ou moins stable, on va dire, ça reste, les conditions sanitaires font que ça reste très compliqué, traumatisant aussi pour les enfants, etc. Et alors, même, Alice a une réaction particulière aussi, ça, faut lire à BD pour ça, mais par rapport à la mort, justement, elle pose une question à sa maman et il y a toute une réflexion autour de ça et sur la perception qu'a Alice à ce moment-là sur les gens qui meurent. Donc ça, c'est un point de vue de nouveau assez intéressant. Avant que les camps soient réattaqués encore, quand même, il y a eu une pseudo-stabilité parce que ils sont même arrivés à aller à l'école, par exemple. Enfin, de moins les premiers mois, ils croyaient vraiment que c'était un peu stable. On voit vraiment que c'est vraiment le souvenir d'un enfant. Comme ils ont été mis à l'école, qu'ils ont suivi des écoles, qu'ils s'amusaient presque à l'école, mais voir vraiment une vue globale de tout le camp de réfugiés. Mais après, après cette stabilité relative, il y a encore des attaques. Des attaques surviennent à nouveau. Et alors là, c'est le camp de réfugiés qui est attaqué. Enfin, les camps en général, mais en tout cas, le camp d'Alice dans lequel Alice se trouve est attaqué. Elle ne sait évidemment pas par qui. Et alors, voilà tous ces réfugiés, et dont Alice fait partie, contraints de continuer leur route pour fuir le danger, quoi. Donc l'attaque, elle est un peu dans les souvenirs d'Alice. D'abord, elle est lointaine quand même. Le camp était énorme, donc elle entend les tirs d'assez loin et elle n'est pas au cœur, on va dire, du feu de l'action. Si on peut parler d'action, mais en tout cas, elle est pas tout près. Mais elle entend et puis ils ont quand même le temps de ranger quelques trucs, de prendre. Ils sont pas trop dans la panique, mais ils partent, quoi. Ça, c'est sûr qu'ils doivent partir et il faut y aller, quoi. Donc ils vont marcher. Alors ça, c'est un truc aussi. Là, quand ils commencent à marcher dans le Zaïre, c'est des distances gigantesques. On s'imagine pas, je sais plus, c'est plusieurs fois la France, je sais plus combien de fois la Ah oui, ça, je sais même pas si on aurait le temps de parcourir tout son parcours, justement, c'est trop long. Mais ici, par exemple, vous avez un petit arrêt sur image où montre justement quand le camp de réfugiés est attaqué, justement, pour voir comment elle vit. Il y a des bruits, on voit vraiment des crépitements d'armes légères, des bombes qui tombent dans le camp de réfugiés. Et maintenant, elle voit ses regards, vraiment d'un enfant qui est horrifié, on le voit bien, comment il va encore recommencer justement à fuir. Et ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, justement. Ouais. Oui. Ouais, donc, alors, là, maintenant, ils entrent dans la forêt cette fois-ci. Là, vraiment, je que vous avez essayé de rendre... parce que tout à l'heure, on va en parler tout à l'heure si vous avez d'autres projets à propos de ce livre. Mais tout à l'heure, on va en parler, mais on voit vraiment que vous avez essayé de rendre comme vous pouvez, évidemment, avec
votre qualité d'artiste, vous avez rendu vraiment, même les pieds qui étaient tout sales, il y avait des mouches, il y avait des plaies, il y avait... Vraiment, vous avez essayé de rendre vraiment imaginable. Quelqu'un peut réaliser ce qu'a vécu cette jeune fille, ce jeune enfant vraiment de quelques années seulement, qui a traversé avec cette jungle du Congo. Alors ouais, alors ça c'est de nouveau le descriptif d'Alice. Moi, je vais fonctionner comme ça pendant tout le livre, c'est faire un mélange entre les souvenirs d'Alice et le descriptif d'Alice et de la documentation d'époque, parce qu'il y a quand même des photos un peu qui restent sur cette partie-là en tout cas. Et alors sur les jungles et les forêts très denses et tous les paysages et l'univers, je vais vraiment me refier au descriptif, au vécu d'Alice, qui est plutôt assez précis, mais sur ce qu'elle ressent quand elle y va en fait. Donc, c'est des gens qui pourraient techniquement plus ou moins exister, mais c'est pas parti de trop de photos sur les jungles, c'est surtout parti sur le sentiment qu'elle ressent. Donc l'idée, c'est quand elle rentre dans cette jungle, elle, ce qu'elle ressent, c'est que c'est vraiment très sombre, très noir, que c'est plein de boue, que ça fait peur un peu. C'est pas agréable en tout cas. Donc quand elle rentre dedans, il y a le côté très beau, un petit peu quand même de la végétation, etc. Mais il y a tout ce côté très oppressant en fait. La végétation envahit presque les humains, Oui. comme si la forêt les avalait un peu, quoi. Oui. En plus, il y a, par exemple, ici, je dois dire aux auditeurs de la Bible que nous n'allons pas tout montrer, évidemment. Hein. Nous montrons quelques images, justement, pour vous donner un avant-goût, pour que vous puissiez vraiment aller acheter cette bande dessinée. Et pour voir, par exemple, ici, quand il raconte, et nous avons marché, si longtemps marché. Donc, si longtemps qu'on a perdu la notion du temps. Donc, un enfant de 5-6 ans qui arrive à faire cette phrase, nous avons perdu la notion du temps. Donc, nous avons marché. Et elle est portée justement ce bidon, justement, ce bidon d'eau. Donc, chacun devait absolument, ils devaient transporter leurs vivres, leur maison, entre guillemets, à savoir les tentes, justement, dans lesquelles ils devaient dormir. Les parents devaient transporter leurs enfants sur le dos. Tout le monde, on devait transporter tout sur leur tête. Et notamment, cette grosse de 6 ans, elle, son rôle était de transporter ce bidon d'eau. Parce que justement, chaque fois qu'ils faisaient une halte, qu'ils s'arrêtaient, ils avaient besoin de boire et de manger, évidemment. Oui. Ouais, bah oui, c'est ça. Et là, c'est bien on décrit bien on insiste bien sur la notion de perte de temps parce que elle marche. Comme je disais tout à l'heure, les distances sont gigantesques en fait. Et c'est très très éprouvant ce type de marche. Déjà pour des adultes avec toutes les vivres, mais en plus. Pour des enfants, faut même pas imaginer, c'est encore pire. C'est des petits enfants. Vraiment, comment vous arrivez à rendre, par exemple, cette sensation, ce sentiment de lassitude, de fatigue généralisée. On voit même à leur regard. On ne pleurait même plus. On ne parlait plus. Mais on marchait toujours. Vraiment, on voit ça vraiment, c'est des images vraiment qui m'ont saisi. Il y a quelqu'un qui a lu ce livre, qui a lu cette bande dessinée, et elle était dans un train et elle pleurait. Cette personne-là pleurait. Et puis les voyageurs de son train se demandaient pourquoi il chialait, comme on dit. Vraiment, les larmes qui coulaient sur les joues et tout ça. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et il leur a dit, si vous saviez ce que je suis en train de lire ici, vous comprendriez. Là, vraiment, c'était horrible. Et alors, par rapport à ça, au fait que c'est horrible, ce qui est intéressant aussi dans cette BD, et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi, en restant fidèle à l'état d'esprit d'Alice, il y a effectivement toutes ces choses
très difficile, mais ça contrastait aussi avec l'état d'esprit d'Alice qui est d'avancer en fait. Même si c'est horrible, elle s'arrête pas. Ne s'arrêtait pas, par exemple, ici, quand elle a eu pour la première fois, quand elle a rencontré un enfant abandonné, là, elle voit, nous sommes passés devant une petite fille assise sur le côté. C'était la première fois que je voyais un enfant abandonné. On voit vraiment comme l'enfant qui pleure avec toutes les larmes, alors qu'elle est abandonnée par ses enfants. Elle est perdue ou abandonnée, je ne sais pas si on peut dire ça. Et alors, j'ai eu peur d'être comme elle, de me retrouver seule. Elle a commencé à me demander, et si jamais moi je me retrouvais toute seule, si je me suis été abandonnée, ça on ne va pas anticiper sur ce qu'on va raconter tout à l'heure, mais c'était un genre de prémonition déjà qui commençait à se poser des questions. Une fille qui est abandonnée, et si jamais ça m'arrivait aussi, ça, c'est vraiment des séquences. Mais c'est ça, elle se projette vraiment là-dessus. C'est des séquences très fortes où elle se projette vraiment sur ce qui pourrait lui arriver. Donc, ça lui donne quand même la motivation nécessaire pour avancer, ou la force plutôt d'avancer. Et puis, il y a un truc qui est important, c'est elle s'apitoie jamais sur son sort non plus. Elle décrit, c'est vraiment de la description plus que de se dire je me plains parce que en fait, elle estime que elle est pas la seule déjà à avoir vécu ça, donc elle veut pas ramener toute l'histoire à elle seule, même si c'est son vécu. Donc ils sont très nombreux à avoir vécu ça, mais en plus, elle a aussi la chance d'avoir survécu. Ouais. Donc, mais d'avoir survécu, mais à quel prix, justement, par exemple, ici, oui. La façon dont ils ont traversé, parce qu'il faut préciser que tout à l'heure, vous aviez dit que vous êtes basé sur comme certaines documentations pour éclairer ce qu'elle racontait. Vous avez été chercher, vous êtes rendu combien le Congo a beaucoup de fleuves. Ici, par exemple, quand elle a vu pour la première fois un homme tomber dans l'eau parce qu'il y avait juste un morceau d'arbre qu'ils avaient coupé et pour traverser la rivière, et qu'il a vu un monsieur qui tombe dedans, et qu'elle quand même elle a dû traverser elle aussi. Quand on voit comment elle a traversé justement à quatre pattes sur son morceau de bois, et qu'elle est arrivée à traverser ce fleuve, ces fleuves du Congo, c'est vraiment c'est la catastrophe. Vraiment, on voit bien que ce qu'elle a vécu réellement, cette jeune fille, c'est une horreur tout simplement. Oui, tout à fait. Oui, c'est que ça, et en même temps, elle arrive quand même entre les coups à revivre normalement et à ressourire. On va y arriver. Et donc, ils ont continué, ils sont arrivés à Tingui Tingui. Et là, vraiment, on va suivre. Donc, c'est vraiment ce long voyage horrible qu'a traversé Alice, qu'a fait Alice. Et ils racontent beaucoup d'anecdotes, d'ailleurs, notamment leur confrontation avec les Congolais, là où ils devaient aller chercher où les grandes personnes allaient chercher les vivres chez les Congolais. Bon, son masque des Aïrois, et qu'on les poursuivait. Et il raconte, par exemple, comment on a démoli le camp de réfugiés de Tingui Tingui. Donc, c'est vraiment, elle a vécu vraiment horreur sur horreur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, horreur sur horreur, mais toujours, et ça c'est important de le dire, toujours, comme je disais, elle avance quand même, elle survit et elle se laisse pas abattre. Par exemple, même quand elle était séparée, justement, par exemple ici, où on a tiré sur les gens, ou que vraiment on a mitraillé dans la four, on a tiré dans le tas, où il y avait des morts, il y avait des bombes qui tombaient, on regardait vraiment tout cette horreur qu'elle a traversée. Elle était horrifiée, d'accord, mais elle courait toujours. Les marches ne s'arrêtaient pas. Elle fait, en gros, elle fait quand même ce qu'il faut à chaque fois pour survivre. Donc, pour moi, il y avait
il y avait en fait, en gros, le choix de, quand on est confronté à ça, il y a pas 36 solutions, on fait le choix d'avancer ou on s'arrête, on abandonne. C'est un peu ça, où on peut devenir un peu fou aussi. peut perdre la. C'est tellement intense, tellement fort que. Alors, je pense que c'est aussi la force que sa maman lui a donnée à ce moment-là aussi. Je pense que la relation avec sa maman a fait qu'elle a pu avancer quand même. Et donc je pense elle gardait confiance et elle a fait le choix de la vie en fait. Elle a fait le choix de vivre et donc elle faisait ce qu'il fallait pour y arriver. Alors bien sûr qu'elle a eu aussi de la chance parce que dans cette scène d'action justement il y a des balles qui passent à côté même de sa tête. Elle en témoigne, elle se souvient de les entendre siffler. C'est quand même comme presque dans un film, on pourrait dire en fait. Oui, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. C'est réellement. Ouais. Et du coup, c'est vraiment la réalité de ce qui est de son vécu. Et alors, là, pour le coup, j'ai trop mal dormi. Elle me disait, j'essayais de dormir, mais n'arrivais pas à dormir. Mais une fois qu'elle commençait à dormir, il fallait encore partir parce qu'il y avait des tirs encore. Elle avait peur après certaines attaques, donc ça monte en intensité. Hein. En fait, plus il change de camp de réfugiés, et plus ils ont peur en fait, et plus les attaques sont violentes et intenses, et plus les soldats se rapprochent en fait. Ils essaient de les prendre par surprise. Et donc, c'est pour ça qu'elle se retrouve plus proche des tirs et qu'on voit des scènes d'action et alors elle a peur de nouveau dans la bousculade, la panique, de se retrouver seule. C'est un peu ça son angoisse depuis le début, de se retrouver toute seule, sans ses parents, sans sa famille, sans ses sœurs, etc. Oui. Et là, pour illustrer ce que vous aviez dit tout à l'heure, vous avez bien maintenant une carte du Congo dessinée justement pour illustrer d'où venait au Rwanda. Et puis on a fait donc tout près de Kigali, de Gitarama, tout près de Gitarama, et puis jusqu'à Bukavu, Tiangougou, Bukavu, jusqu'à Tingi. Voilà, tout le périple jusqu'à Mbandaka maintenant. Mbandaka maintenant, c'est là où on va. Tout à l'heure, on croyait qu'elle avait connu le plus horrible, mais en Mbandaka, maintenant, c'est là qu'elle va connaître maintenant le pire, M. Gaspard Dalmas. C'est ça. C'est ça. Ici, et donc ils arrivent à Mbandaka au bout du Zaïre. C'est difficile d'aller plus loin dans le Zaïre par rapport où ils étaient. Et du coup, après la montée en intensité des attaques sur les camps et donc la montée de violence, ils se disent que là c'est bon, quoi. De toute façon, ils sont face à un fleuve en plus. Ils sont un peu coincés d'ailleurs, les réfugiés à ce moment-là. Ils sont entre une forêt, un fleuve et donc c'est justement peut-être un endroit qui se prête bien à des embuscades. Et donc, en gros, une nouvelle attaque malheureusement survient. Et il faut savoir que dans les camps de réfugiés... Ici même à Mbandaka, je vois qu'elle a eu quand même des problèmes parce que elle a commencé à avoir, comment on appelle ça en français, elle a commencé à avoir des boutons sur les doigts. Et je voulais vous montrer une image où vous avez su rendre son camp de Mbandaka, qui est un peu légèrement de celui d'Inera ou de Kachoucha que vous avez montré avant, où il y avait des tentes bien construites, où il y avait des écoles d'ailleurs. Mais ici, on voit vraiment en Mbandaka que c'est la débandade totale. C'est la catastrophe. Quand on compare ce qu'ils ont essayé de bricoler à la hâte, la situation avait dégringolé. Et la petite Alice a commencé à avoir des boutons sur les doigts. J'ai oublié le terme pour désigner cette maladie. Et voilà. Elle a commencé à avoir des problèmes de santé cette fois-ci. Mais elle tenait beaucoup toujours. Elle avait la chance, comme vous l'avez dit d'ailleurs, pour le moment. Oui, c'est ça. Et ces boutons-là, ça lui faisait très mal parce qu'il faut les laver très fort et les frotter, mais ça fait très mal. Donc ça, elle décrit bien ça aussi. Et elle le tenait en l'air parce que
avec la pression du sang, quand elle les abaisse, ça fait mal. Elle sent Ah ça ouais. quand même. Donc, elle était obligée de garder ses mains à l'air. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Et donc, du coup, dans les camps de réfugiés, ça c'est important de le dire, on le montre à plusieurs reprises aussi, c'est qu'il y a des files pour aller voir les médecins. Il y avait la Croix-Rouge et Médecins sans frontières. Et donc, Médecins sans frontières, ils sont pas du tout assez, évidemment, pour le nombre de personnes qu'il y a. Donc, les files commencent très tôt le matin et se terminent très tard le soir. Et malgré ça, il y a plein de gens qui n'ont pas pu voir de médecin. Et c'est tous les jours comme ça, etc. Et donc, dans ce camp-là, c'est pareil. Ça se passe comme ça aussi. Ils font la file et elle doit aller voir le médecin, notamment pour ça. Donc, elle fait la file avec sa petite sœur à ce moment-là et ils s'assoient dans la file, quoi. Et ils passent la journée à faire la file. Et ils reviennent le soir et ils n'ont pas vu, etc. Et une attaque survient au moment où elles sont toutes seules dans la file. Une attaque très très proche aussi. Oui. Pour le coup, elle est vraiment tout près, quoi. Ouais, je vois qu'elle est précise. Ce fut le matin le plus horrible de ma vie. Ça, tu vis évidemment de 6 ans. C'était horrible. On voit vraiment que vous avez su rendre ça. Peut-être on va tout à l'heure en parler dans les projets à venir. Vraiment, parce que cette bande dessinée, vous qui êtes vraiment spécialisé dans ce qui est de bande dessinée, dessin animé, vraiment, je pense que si ça pourrait faire vraiment un long métrage, vraiment un film de dessin animé. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Moi, vraiment, mais il court, vraiment. Comme ils étaient justement à l'hôpital, tout seul, et voilà. Et l'attaque survient de Mandaka, justement, et elle est obligée de fuir et de courir toute seule. Et alors, elle fuit, mais elle a un réflexe qui est de ne pas fuir n'importe comment, justement. Elle se dit, bah, il faut retourner vers notre maison, comme elle appelait ça, c'est l'espèce d'abri qu'ils avaient construit. Bah, il faut retourner vers là pour aller retrouver maman. Sauf que, évidemment, la maman, elle fait l'inverse. Elle va à leur rencontre, donc ils se croisent sans se voir dans la panique. Et alors ils cherchent, ils reviennent sur les camps, ils tombent sur plein de gens qui ont déjà été tués. Et ils cherchent. Et elle reste dans le camp avec sa sœur. Ils cherchent après sa mère. Elles appellent même un petit peu, mais il n'y a pas de réponse. Alors elles suivent un peu les traces de la fuite des gens qui va vers la forêt, quoi. Et donc, elle se dirige dans la forêt. Mais alors, pourquoi le matin le plus horrible de sa vie? Bah, il y a l'attaque qui est horrible, mais le plus horrible, je pense que pour Alice, le plus horrible, bah, c'est que suite à cette attaque, elle se retrouve toute seule avec sa petite sœur. Elle a plus de maman, donc ce qu'elle redoute depuis très très longtemps, eh ben, ça se produit en fait. Et c'est ça qui est très dur à vivre pour elle. Et donc, elle cherche après leur maman à deux. Elle a la charge de sa sœur. Elle se dit, maman nous a abandonnés. Parce que c'est la seule référence d'un enfant de 6 ans. Là, elle est tombée dans l'espèce de marécage qui était là avec ça. Donc, ça, c'est sa petite sœur qui, elle pense ça. En fait. Oui, sa petite sœur pense justement, voilà, justement, de comment elle est tombée dans son marécage, dans ce marécage-là. Oh, aïe, aïe. Elle a failli même être engloutie carrément. Et l'autre, elle pense justement que leur maman les abandonne. Et on voit justement ce réflexe que vous disiez tout à l'heure. Donc, vous parlez tout à l'heure. On voit un enfant de 6 ans qui essaie de sauver, de passer vraiment, de secourir sa petite sœur qui la ressort, qui la ressort justement de son marécage dans lequel ils s'étaient enfoncés. C'est vraiment, ils ont traversé vraiment des moments horribles de leur vie, ces deux petites filles. Hein. Oui. Et donc, elles s'en sortent toutes seules, quoi. Mais du coup, je vais pas tout détailler non plus pour ne pas que. Évidemment. Justement, là, vers la fin presque, parce qu'il ne faut pas donner tout, il ne faut pas tout révéler, mais on va donner envie aux gens de les lire, de voir ce qui se passe. Voilà, ce qu'on ne spoile pas, c'est le fait qu'Alice soit vivante, puisque elle raconte son histoire aujourd'hui. Mais donc du coup,
on sait qu'elle s'en est sortie, quoi. Mais Oui. ce qu'on ne saura pas, si on ne lit pas la BD, c'est qui s'en est sorti, puisqu'elle s'est retrouvée seule. Donc, on ne sait pas qui, avec la charge de sa petite sœur qui est plus jeune, donc qui a 1 an et demi de moins, ou quelque chose comme ça. Oui. Et du coup, bah, c'est Et une on va grosse suivre, responsabilité. on va laisser vraiment le son aux auditeurs. Cette vie privée entre grande sœur et petite sœur, grande sœur qui essaie de s'occuper de sa petite sœur, qui essaie de lui montrer comment trouver, aller ramasser les maïs qui ont été abandonnés ou laissés par d'autres réfugiés, comment il faut d'abord les tremper dans l'eau pour les manger, puis aller s'arranger pour pouvoir même faire le feu et préparer et dormir toutes seules, toutes les deux. Comment elle a pris en charge, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est un livre très, très, très poignant. Tout ce qu'ils ont vécu, franchement, après Mbandaka, ils ont vécu vraiment des histoires horribles, toutes seules. Comment elle a su vraiment s'occuper de sa petite sœur. C'est vraiment, ça vaut la peine vraiment d'être. Tout à l'heure, nous allons montrer justement aux auditeurs de la radio pour qu'ils puissent aller vraiment où aller trouver ce livre et puis comment se le procurer pour le lire. En tout cas, ils ont vécu vraiment beaucoup d'événements, on va dire traumatisants tout simplement. Oui. Oui, oui. C'est ça, bah, c'est traumatisant et en même temps, bah, à chaque fois, on le voit, elle s'apitoie pas sur elle-même, elle agit en fait, elle fait ce qu'elle pense être le mieux à faire à chaque fois, quoi. Elle reste pas dans l'inaction et dans l'attentisme et ça c'est quelque chose qui est impressionnant. Elle fait preuve de beaucoup de résilience quand même par rapport à ce qui lui arrive. Donc voilà. Et puis bah voilà, après cette fuite-là, bon, c'est compliqué de raconter vraiment la suite puisque sinon on risque de spoiler un petit peu, mais là, Alexis, vraiment, je pense que c'est la catastrophe. Comment elle a été ils sont arrivés chez Zaïrois qui les a ramassés, puis après qui les a recueillis chez eux, puis comment ils ont été rapatriés au Rwanda. Tout ça, vraiment, on va laisser le soin aux auditeurs de la ville d'aller lire, d'aller acheter vraiment cette bande dessinée. Parce que, vraiment, je vous assure que ça vaut la peine d'être lu. Donc, c'est vraiment, et puis surtout, comment tout ce qu'ils ont fait de Mbandaka au Rwanda, puis au Rwanda, comment ils ont pu vraiment être rapatriés au Rwanda, justement, comment leur vie dans le camp des enfants, les enfants nous ont accompagnés, comment ils ont pu et on a pu les identifier et les ramener à leur village natal, justement, et la boucle était bouclée. Donc, le grand voyage, si vous voulez, était bouclé parce que ils étaient revenus d'où ils étaient partis, donc presque 2 ans après, 2 ans plus tard, et comment finalement ils ont eu des nouvelles de leurs parents et comment ils ont pu les rejoindre ici en Belgique, comme vous l'avez dit. Vraiment, c'est une histoire poignante. C'est une histoire vraiment donc, qui est basée sur des faits réels, les faits qui ont été vécus par une petite fille de 6 ans et qui nous est vraiment relaté par M. Talmas Gaspard, qui vraiment de façon artistique, c'est vraiment de façon bien documentée. Et la preuve que ce soit documenté, c'est que j'ai vu un commentaire de Médecins sans frontières qui a donné vraiment, on va dire, le mot d'ouverture ou alors l'introduction pour dire que tout ce que Alice a raconté était vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à ce sujet? Ce que le Médecins sans frontières a dit de cette bande dessinée, M. Gaspard? Donc, Médecins sans frontières, en fait, ce qui se passe, c'est que mon éditeur connaissait, par l'intermédiaire de quelqu'un, il connaissait un peu Jean-Hervé Bradol, qui est un ancien directeur de Médecins sans frontières. Et du coup, bah, il a accepté de faire la préface du livre, donc c'est-à-dire une petite quinzaine de lignes d'introduction au livre.
qu'il a lu évidemment et qu'il a trouvé très fidèle à ce que lui, parce qu'il faut savoir, donc comme on l'a dit plusieurs fois, Médecins sans frontières était dans les camps de réfugiés dans lesquels se trouvait Alice. Et donc Médecins sans frontières connaît très bien le sujet et a vécu les choses sur place aussi. Alors pas de la même façon, mais quand même, ils ont vu les gens malades, etc. Et tout ce que décrivait Alice, selon Médecins sans frontières, ça correspond très bien, en tout cas, à ce que eux ont vécu et à ce que eux ont pu voir de ce conflit. Donc, en gros, par contre, il précise, et ça c'est important de le préciser pour ce livre n'est pas non plus, c'est la vérité d'Alice, c'est le vécu d'Alice, et ça n'a pas de la prétention d'être la vérité pour tout le monde et la vérité, la seule histoire valable autour de ce sujet-là. Mais par contre, ce qui est dit dedans est plutôt bien corroboré par Médecins sans frontières et notamment par l'ancien directeur Jean-Henri Bradol de Médecins sans frontières. Et par ailleurs, cette bande dessinée a été récompensée du prix Médecins sans frontières 2021. Justement, on va y arriver justement parce que j'ai vu que cette bande dessinée, justement, qui a été lue par beaucoup d'organismes, ce qui lui a valu vraiment d'être nominé pour plusieurs prix. Et je vais vous laisser le soin de nous en parler, Monsieur Gaspard Dalmas. Oui, donc ici, moi j'ai été invité pour la promotion du livre. En bande dessinée, on fait beaucoup de festivals où un libraire vend les livres et puis les auteurs dédicacent. Et il y avait un gros festival du carnet de voyage qu'ils appellent ça. Et comme le Grand Voyage d'Alice, selon eux, rentrait bien dans leur festival. Du coup, moi j'ai été invité ça se situe à Clermont-Ferrand. C'est vraiment un très gros festival. Je m'attendais pas à un truc aussi gros. Et il y a notamment quelques associations internationales et il y a Médecins sans frontières. Et Médecins sans frontières, dans ce festival, il y a toute une série de prix qui est décernée pendant ce festival. Et Médecins sans frontières décerne un prix aussi. Et c'est le prix du meilleur récit dessiné. Ce qui est important pour eux, c'est que ça doit être un vrai récit, donc basé sur des faits réels, sur un vécu réel d'une personne. Et donc, il y avait quelques nominés pour ce prix. Et il y avait plusieurs nominés pour plusieurs prix. Voilà. Il pensait même que je pouvais être nominé pour le plus grand prix aussi de ce festival, mais comme Médecins sans frontières avait, moi je savais pas tout ça, je l'ai su sur place quand ils ont annoncé les prix, mais voilà, comme Médecins sans frontières avait choisi le lauréat qui était moi, Eddy, il n'y avait pas photo, voilà. Donc ils ont une très bonne reconnaissance pour ce livre. Et ils sont très heureux d'avoir pu le faire découvrir à plein de gens aussi. Et j'ai vu aussi que vous avez été nominé dans plusieurs d'autres prix aussi. Alors j'ai été nominé. Alors il y a eu le prix du BD, le prix BD de lecteur.com. C'est un site de vente de livres et de bandes dessinées, mais qui est très très reconnu et qui décerne des prix aussi, des prix dotés. Voilà, j'étais dans il y avait 42 sélectionnés, je pense. Il y avait un jury qui a été constitué de plusieurs auteurs assez connus d'ailleurs, dont Catel, enfin c'est des pseudonymes qu'ils empruntent, donc tout le monde connaît pas forcément, mais c'est des auteurs très connus. De la bande dessinée, puis il y avait des libraires, il y avait aussi des chroniqueurs ou des lecteurs qui étaient dans ce jury, un jury relativement restreint, mais voilà, qui ont fait une sélection des 6 finalistes, et j'ai fait partie de cette dernière sélection, donc j'ai été finaliste. C'est pas moi qui ai remporté le prix, par contre, les gens ont pas mal voté aussi pour le Grand Voyage d'Alice, et donc du coup c'est très gratifiant. Ça veut dire que les gens quand même sont touchés par le livre
que ce soit des humanitaires, donc type type Médecins sans frontières, où c'est des gens qui de toute façon vont un peu s'intéresser à ce type de sujet. Donc c'est super gratifiant de leur part. Mais ce qui est encore plus gratifiant, c'est quand des gens lambda qui s'intéressent pas spécialement que à ce sujet-là, ils ont trouvé que c'était très bien aussi en fait, et que ça les a fort touchés aussi. Et du coup, ça c'est vraiment bien parce que ça veut dire que alors il y a eu d'autres nominations. Il y a eu une nomination. C'est le prix, alors j'ai plus le nom en tête du prix, mais c'est un prix qui est remis par le ministère des Armées françaises, qui parle de faits de guerre. Donc je faisais partie d'une sélection aux côtés d'auteurs vraiment pour le coup très très connus et qui qui parlaient de la guerre 40 beaucoup. Et puis il y avait même le dernier Spirou de Émile Bravo qui se passe pendant la dernière guerre, enfin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était quand même des auteurs vraiment prestigieux. Et donc rien que de faire partie de cette sélection, c'est déjà un honneur. Ça veut dire que le livre touche les gens, quoi, vraiment. Donc il y a eu une 4e sélection sur un prix de la SCAM, c'est une société protectrice d'auteurs qui décerne aussi des prix un peu plic-ploc comme ça, mais voilà. En tout cas, ce livre a reçu un très bon accueil dans les différentes sélections, quoi. La question que j'allais vous poser pour le moment, j'espère qu'elle est connue seulement par votre éditeur, La Boîte à Bulles. Mais est-ce que vous avez l'idée vraiment du succès au niveau des ventes? Parce que j'ai l'impression que ce livre a connu beaucoup de succès au point de vue vente. J'ai pas les ventes 2022 encore, oui. Mais par contre, il les donne en fin d'année à chaque fois. Mais par contre, j'ai les ventes 2021 où il est sorti le 11 novembre, donc plutôt fin d'année. Mais c'était à peu près de 2000 exemplaires, un peu moins de 2000 exemplaires vendus, entre mi-novembre et il est sorti le 17, je pense, novembre. Sur un mois, 2 mois, quoi. Sur un mois et demi, seulement. Donc, je pense que sur cette année 2022, il va encore être beaucoup plus vendu. Il sera beaucoup plus vendu parce que j'ai même vu qu'on a déjà traduit dans d'autres langues, notamment l'anglais. Par exemple, j'ai la couverture de la langue anglaise maintenant, parce que j'aimerais quand même la partager aux auditeurs de Radio Rumuri, surtout pour ceux qui parlaient seulement anglais. Donc, vous voyez aussi Gaspard Dalmas, Alice on the Run, Untitled Journey Through the Rwandan Civil War. Donc, c'est la version anglophone, donc en anglais du grand voyage d'Alice. Et on voit que c'est le prix de cette bande dessinée qui a remporté le prix Médecins sans frontières. Donc, on voit bien que vraiment, on a encore votre bande dessinée encore dans l'avenir. Et on voit qu'elle intéresse beaucoup de gens, jusqu'à même à être traduit en anglais, mais maintenant elle vient de sortir en anglais, monsieur. C'est un éditeur qui est basé aux États-Unis, donc à Los Angeles. Les Humanoïdes, qui est une branche des Humanoïdes associés. Je ne saurais pas dire exactement comment ils sont l'un par rapport à l'autre. Et les Humanoïdes associés, c'est une grande maison d'édition de science-fiction, entre autres, mais qui se diversifie et notamment ceux qui vont vers le roman graphique. Et ils prennent pas mal d'exemples ils éditent pas mal de BD, de bandes dessinées de la Boîte à Bulles, donc mon éditeur, parce qu'ils ont un partenariat ils partagent certaines choses, notamment certains employés, certaines communications, certains stands, même parfois, etc. Donc ils partagent beaucoup de choses, ils ont des partenariats vraiment, pour le coup, très très bien, je pense, pour les deux. Et notamment, ça permet d'avoir aux Américains d'avoir accès en tout cas aux humanoïdes, d'avoir accès à ces romans graphiques que mon éditeur produit, quoi.
Et du coup, c'est pour ça que on a eu accès à ce marché-là. Mais voilà. Et ça, je connais pas du tout les ventes. Et il est sorti au mois d'août, si je me fin juillet ou au mois d'août. Je ne sais plus exactement la date, mais en tout cas, il est sorti là-bas. Et du coup, il est commandable aussi en anglais maintenant en ligne. Et voilà. Donc, pour le moment, il est disponible aussi bien en français qu'en anglais. Donc, vraiment pour clôturer, est-ce que tout à l'heure on parlait, quand on a vu surtout le teasing justement du grand voyage d'Alice, on a vu que on peut en faire vraiment le long métrage carrément pour ce voyage. Est-ce que vous avez ce projet en rêve? Mais je sais que c'est un peu cher, de rien, mais si vous avez de bonnes maisons d'édition qui seraient intéressées, est-ce que vous avez vraiment, vous nourrissez un tel rêve de pouvoir voir un jour le grand voyage d'Alice sur nos écrans? Alors ça, c'est un peu un rêve, je sais pas si c'est un rêve secret ou quoi, mais moi, j'ai vraiment envie, ce serait vraiment génial. Peut-être ça se fera pas et c'est pour ça que je vais pas m'enflammer de trop parce que c'est très compliqué à monter. C'est quand même, comme on dit, ça coûte quand même, c'est pas rien. Mais ce serait génial qu'un jour il y ait une adaptation cinématographique et moi je le vois très bien, en dessin animé parce que je pense que c'est intéressant de garder ce point de vue un peu d'enfant et qui permet justement ça permet plus de liberté dans le graphisme pour faire ressentir les émotions d'Alice. Voilà. Exactement. Plus que si on devait faire jouer des acteurs, ce serait plus compliqué, je crois. Mais voilà, donc je crois vraiment que ça se prêterait vraiment bien à un long métrage d'animation, quoi. Voilà, on ne sait jamais. En tout cas, moi, je pense qu'à un moment donné, je vais attendre un peu la fin de l'année, mais l'année prochaine, je crois que je vais un peu sonder. Comme je viens de ce milieu, j'ai encore quelques contacts plic-ploc dans le dessin animé. Je vais un peu sonder, voir un peu ce qui serait éventuellement proposable ou faisable chez des producteurs. Voilà. Exactement. On a connu beaucoup de films sur cette histoire du Rwanda. Évidemment. On a connu maintenant, le plus connu pour le moment, c'est le film qui a été proposé par Moussa Sabagina, Hôtel Rwanda, mais il y en a d'autres films qui ont été réalisés, mais on sait que là, on va rentrer dans des sommes faramineuses, donc, mais ce n'est pas impossible, parce qu'on en a déjà fait. Impossible n'est pas africain, on va dire ça, on n'est pas français, on n'est pas belge, je ne sais pas comment on va dire. Ah oui, mais je comprends. Oui. Comment va Alice, justement, après tout son périple, après tous ces problèmes qu'elle a traversés quand elle était jeune, comment comment elle a vécu ça, comment elle va pour le moment, Alors, il y a deux choses. Il y a comment Alice a perçu le livre déjà. Elle l'a perçu au départ. Elle le percevait comme quelque chose de banal dans le sens où elle se dit mais moi d'après tout ce que j'ai vu, je suis vraiment pas la seule et donc c'est pas une histoire originale entre guillemets. Mais est-ce qu'elle se rend pas compte que la plupart des gens heureusement ne vivent pas ça non plus et du coup elle était pas trop voilà, elle était fière quelque part, mais en même temps, elle se disait pas, voilà, elle se mettait pas sur un piédestal, quoi, voilà. Mais par contre, elle est toujours humble, elle réalise toujours que je n'ai rien fait de spécial, comme elle trouve que elle a été tout simplement chanceuse parce que il y en a d'autres enfants de sa génération qu'elle a vus qui ont péri, qui n'ont pas eu la même chance qu'elle. Donc, elle ne vit pas comme si c'était une miracle. Une miracle, oui, mais comme si elle avait fait une héroïne ou quelque chose qui a fait quelque chose de spécial, quoi. C'est exactement ça. Elle le voit pas comme quelque chose d'hyper, de fou, quoi. Mais par contre, quand il y a eu le prix Médecins sans frontières, elle m'a dit quand même. Donc, elle était super heureuse et tout ça. Mais par contre, elle m'a dit quand même, il y a quand même une dimension que j'avais pas encore vue sur, des Occidentaux qui remettent un prix sur une BD rwandaise, enfin, pas rwandaise pour le coup, mais d'une BD qui traite de ce sujet-là, ça veut dire qu'il y a des Occidentaux qui s'intéressent à ce que vivent les gens ailleurs, quoi. Et elle s'est dit,
Bah, peut-être qu'il y a derrière ça une portée, en fait, euh, genre, elle peut raconter son histoire qui est similaire à celle de plein d'autres enfants, dont certains qui n'ont pas pu survivre et, euh, et qui n'avaient à l'époque pas de papier, pas encore de papier, qui n'avaient même pas encore eu le temps d'avoir de papier. Et du coup, ils se retrouvent à n'avoir existé nulle part, ni il y a même pas de traces de leur existence dans des papiers. Oui. Ils ont juste disparu. En fait, ils ne sont plus que dans la mémoire des gens qui ont survécu, qui les ont connus. Mais pour autant Et à côté de cela, il y a même des enfants qui étaient presque de son âge, mais qui ne connaissaient pas leurs parents, tout simplement. Qui étaient dans les camps de réfugiés, qui ne savaient pas leur village d'origine, dont on n'a pas pu tracer les origines. Nous avons beaucoup de Rwandais qui sont là, de son âge d'ailleurs, qui avaient presque ce même âge, que ce soit du côté d'ailleurs des Tutsis, donc qui ont subi leur génocide contre les Tutsis et contre les Hutus aussi, qui ont traversé toute la forêt du Congo, mais qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent pas d'où ils sont. Donc, oui, c'est vrai. Il y a tous ces enfants qui n'ont pas retrouvé leurs parents. Il y a toujours d'ailleurs il y a des associations en Belgique qui recherchent toujours à réunir les familles. Il y a toujours encore des parents qui n'ont jamais arrêté de chercher. Mais c'est très compliqué, je pense. Mais ici, c'est vraiment qu'il se dit, bah, au moins ça témoigne de ce qui s'est passé et que ces enfants, bah, ils ont existé quelque part, en fait. Notamment, par exemple, la petite qui était abandonnée sur le bas de la route, du chemin. Ben, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais voilà, si personne s'en est occupé, c'est pas possible qu'il ait survécu. Donc, du coup, ce type d'enfant un peu tout seul, un peu abandonné, ou qu'elle a vu mourir, et qui n'avaient même pas de papier et qui ont disparu, ils ont juste disparu. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé, sauf qu'ils ont eu une vie et qu'ils ont quand même existé. Et donc ça, elle dit, bah, pour tous ces enfants-là, peut-être que cette histoire, ça a du sens, elle a vu une dimension supplémentaire. Donc par rapport à ça, elle était quand même relativement heureuse de ça. Et aujourd'hui, Alice, bah, globalement, elle va bien, globalement. C'est pas dire qu'il n'y a pas de trace de tout ce qui lui est arrivé, évidemment, mais c'est pas des choses qu'on oublie. Mais globalement, elle va très bien. Et pour la petite histoire, Alice, elle est devenue aujourd'hui mon épouse. Ah oui. La boucle. Oui. Et nous sommes parents d'un petit enfant qui se porte bien aujourd'hui, voilà, qui est né trop tôt cette année, mais par contre qui s'en sort très bien. Voilà. Non, félicitations. Justement, il doit être courageux, aussi courageux que sa maman, finalement. Quelqu'un de très courageux. Il ne lâche pas, il ne lâche rien, et il va s'accrocher. Et il va très bien s'en sortir. Et c'est tout le bien que je vous souhaite à vous tous deux, à tous trois, à vous tous les trois, dans votre petit, joli couple. Donc, à moins que vous ayez encore un petit mot de clôture, monsieur Talmas, j'aimerais quand même vous remercier pour nous avoir accordé ce moment précieux pour nous raconter les origines et la réalisation de cette bande dessinée, Le Grand Voyage d'Alice, qui est vraiment un livre captivant, je le répète. Et vraiment, je recommande à tous les auditeurs de Radio Urumuri vraiment de se précipiter dessus, de l'acheter. Mais il ne faudra pas oublier d'avoir des mouchoirs à côté d'eux. Parce que moi, quand je l'ai lu, franchement, moi qui suis encore en plus un grand sentimental, je dois l'assurer. Même si la plupart des trucs qu'on raconte dedans, je le connaissais parce que j'ai vécu dans ces camps de réfugiés. Mais quand même, c'était très poignant, captivant et très, très émouvant, tout simplement. Quand on voit que quelqu'un qui a vécu toutes ces horreurs et qu'elle arrive quand même à les surmonter, à vivre une vie presque normale, une vie normale, et que s'est mariée, qu'elle a eu un enfant, franchement, nous pouvons dire bravo et surtout rendre grâce au Seigneur pour ceux qui croient en Dieu. À moins que vous ayez un mot de clôture, monsieur Talmas, donc j'aimerais vous remercier, mais peut-être vous laisser un petit mot de clôture. Bah, juste merci pour l'invitation, et puis je pense que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu parce que je crois que ça touche beaucoup les gens justement et que
Et que ne serait-ce que pour se souvenir de quand même ce qui s'est un peu passé, de ce que vivent les gens. Alors oui, il faut savoir aussi que le livre, je suis invité par les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des enfants commencent à le lire et des instituteurs le proposent à leurs enfants. Et donc je vais être amené à rencontrer des jeunes qui lisent ce livre. Et donc c'est un livre qui est en train de se répandre pas mal. Et qui reçoit toujours un très bon accueil et donc ça vaut la peine de l'avoir. Oui, surtout quand ça parle du point de vue d'un enfant et ça doit parler justement aux enfants, peut-être pour aussi leur donner le courage de ne jamais abandonner, quels que soient les problèmes qu'ils traversent. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup et bonne soirée et bonjour à Alice et aux petits que vous avez eu récemment. Bonne soirée chez vous. Hein. Merci. Abishange na shagasha wehe Ishombo na shanda wehe Eswamuka nyamazi we Mugunga kibumba wehe Nakare na kahindo yewe Aho twara yewe Ashusha na inera wehe Kumbira na nyangezi wehe Webe nako na ngozi we Ukura ya mahindu wehe Wisuwa njijikatu wehe Aho twara habayese Nijitinyura irizi yewe Isangani wari kare yewe Ehu umuntu nambandakawe Izaba yaravuka rero Urumunsi aravuka nawe Nyirantwara aravuka we Izaba yaravuka rero Urumunsi aravuka nawe Nyirantwara aravuka we Mwana wa mama wehe
ntizibagirane ndabibuka mwese yewe abaciye akanzu wehe tubatuye iyi nganzo we iyo nzira ndende ntizibagirane iyo nzira ndende wehe iyo nzira ndende we iyo nzira ndende ntizibagirane